Très bien, bonjour à tous et merci de votre présence. Alors, nous allons aborder un sujet durant cette table ronde avec nos 4 intervenants, peut-être un petit peu rugueux, à savoir la question de la donnée dans la logistique urbaine. Quels en sont les enjeux? En soi, la logistique urbaine répond à une problématique dans le mode des transports qui est assez courante, à savoir que plus il y a de flux, plus il y a des enjeux qui sont présents, qui sont visibles et qui enflent, et plus finalement il y a de la donnée qui est produite. Et c'est cette donnée-là qui va permettre de résoudre ces problématiques, ces enjeux. Alors, au long de cette conférence, nous allons aborder ces enjeux, bien sûr, le rôle central de la data, mais concrètement, nous allons voir aussi que finalement, ce qui est apparu, c'est que pour résoudre ces enjeux, il faut que des entreprises, des collectivités, des associations, des institutions travaillent ensemble, prennent le sujet à bras-le-corps. Et il se trouve que ça tombe bien puisque nous avons ici des représentants de ces institutions, collectivités, associations, entreprises qui ont décidé de travailler ensemble. Alors je vais vous les présenter. Nous avons Nathalie Granès, qui est chef, qui est chef de service. Oui, excusez-moi. Oui, effectivement, c'est marqué. Donc, qui est chef de service à la région Île-de-France, en charge du pilotage de la politique des transports sur ce territoire. Fabien Hénoux, qui est donc président et fondateur de Sprint Project, un réseau d'experts au service des acteurs de la supply chain, et qui également, dans le cadre de cette conférence, c'est important, sera la voix de France Supply Chain, une association, on y reviendra, je n'en dis pas plus pour l'instant. À ma droite, Xavier Huat est directeur général de l'Institut du commerce, donc un forum qui permet de mettre en relation les entreprises de créer de l'innovation, de l'émulation dans le secteur du commerce et de sa distribution. Et enfin, je termine par Didier Sellier, directeur de PTV France, filiale du groupe PTV, qui est éditeur de logiciels d'optimisation et de planification des transports, que ce soit les transports de personnes ou de marchandises. Enfin, pour terminer, je vais me présenter. J'ai le plaisir de vous accueillir. Pierre Gozard, account manager également chez PTV France. Et j'en profite pour vous inviter, dès à présent, à la fin de cette conférence, vous inviter à venir sur le stand de PTV, F26, pour discuter, échanger autour d'un verre et parler de tout ça. Alors, pour commencer, moi, j'aimerais bien aborder le sujet, dans un premier temps, des enjeux, et en particulier du territoire. Le territoire, c'est quand même, c'est nous tous, hein. Donc Nathalie, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont l'Île-de-France a décidé d'aborder cette thématique? Oui, bonjour à tous. Alors juste une toute petite précision, je ne suis pas responsable de tous les transports à la région, hein. Je suis chef du service fret et logistique au sein de la direction des transports. Donc c'est pas tout à fait le même périmètre, mais voilà. Donc oui, tout à fait. Le transport et la logistique, c'est une filière, c'est une thématique hyper importante en fait pour la région, pour le territoire régional, que ce soit en termes de transport, en termes d'aménagement, en termes d'environnement, en termes de développement économique, d'emploi. C'est vraiment porteur d'enjeux énormes. Donc si je vais donner juste 2-3 chiffres pour éclairer, en termes de transport, les flux de marchandises en Île-de-France, c'est plus de 200 millions de tonnes par an, qui circulent à plus de 90% par voie routière. On dit globalement que 20% du trafic généré en ville l'est par les activités logistiques. Et c'est des flux qui ne font que croître avec notamment l'explosion des livraisons liées au e-commerce. Donc des enjeux énormes pour une collectivité qui veut gérer une politique de déplacement et de mobilité. On ne peut pas passer à côté des flux de marchandises dans une politique locale de déplacement.
En termes d'emploi, pareil, quelques chiffres, c'est les emplois dans le secteur du fret et de la logistique, c'est 7% des emplois salariés en Ile-de-France, c'est plus de 375 000 emplois. Donc là encore, en termes de politique de l'emploi, c'est un secteur qui recrute en plus et qui a du mal à recruter. Donc c'est un enjeu très très stratégique pour les politiques de l'emploi et de formation. La formation est une des compétences de la région. Et d'ailleurs, le fret et la logistique est devenu récemment une thématique prioritaire dans le plan régional de formation de la région. Des enjeux énormes aussi en termes d'aménagement et de gestion de l'espace public, notamment en termes d'optimisation de l'espace public, que ce soit optimisation des infrastructures existantes, notamment les infrastructures fluviales, puisqu'on sait qu'elles sont loin d'être utilisées à leur plein potentiel, mais optimisation aussi des sites logistiques existants en Ile-de-France. On a un chiffre d'à peu près 17 millions de mètres carrés d'entrepôts de plus de 5000 mètres carrés. Pour représenter un peu, c'est à peu près l'équivalent des surfaces des bois de Boulogne et bois de Vincennes réunis. Et on sait qu'il y a une forte tension, de plus en plus forte, sur le foncier, pour rechercher du foncier en Ile-de-France. L'offre n'arrive plus à répondre à la demande. Donc un enjeu d'optimiser déjà l'existant et d'éviter de continuer à artificialiser les sols. Des enjeux énormes aussi en termes d'environnement, que ce soit au niveau climat, au niveau qualité de l'air, au niveau bruit, au niveau pollution sonore, visuelle, voilà. Donc un secteur qui est vraiment structurant pour le territoire de la région, pour son fonctionnement, pour son attractivité, pour son développement économique et tout simplement pour l'organisation au quotidien du territoire. Et si on en doutait, la crise nous l'a bien rappelé récemment, que sans la logistique, on aurait du mal à continuer à se nourrir, à se soigner, à s'équiper pour travailler en télétravail. Voilà. Donc des enjeux énormes. D'accord. Et donc du coup, au niveau de la donnée, concrètement, aujourd'hui? Alors malheureusement, la donnée sur ce secteur-là, on n'en a pas beaucoup. Alors ça peut paraître surprenant, parce qu'effectivement, on parle que de ça, tout le monde génère de la donnée dans tous les sens. Mais en fait, quand on a commencé à construire notre stratégie régionale fret et logistique en 2018, on s'est assez vite rendu compte qu'on avait très peu de données pour, en tous les cas, caractériser ces flux de façon territorialisée. On a quelques grands chiffres un peu généraux, un peu des statistiques un peu macro, mais on n'a pas de connaissances très précises de ce qui se passe avec tous ces flux de marchandises en Ile-de-France. On ne sait pas par où ils passent. On a 200 millions de tonnes qui circulent. On ne sait pas, au niveau de chacun des territoires, où est-ce que ça passe. On ne sait pas ce que ça donne en termes de volume, en termes de tonnes-kilomètres, en termes de nombre de véhicules. On ne sait pas comment ça s'articule avec les sites, justement, logistiques qui sont présents sur le territoire. Donc cette articulation entre les flux et l'aménagement, on n'arrive pas bien à le faire. Donc c'est d'autant plus dommage que si on n'a pas cette vision vraiment précise, quantifiée au jour d'aujourd'hui de ce qui se passe, on a un petit peu de mal à se projeter avec des objectifs chiffrés vers quoi on devrait tendre et comment on veut structurer un petit peu l'armature logistique de la région Île-de-France à un horizon 10-15 ans. Donc on voit qu'il y a effectivement un besoin de données, des méthodologies qui sont disparates aujourd'hui. Et concrètement, aujourd'hui, vous pouvez parler peut-être de l'AMI Fret. Quel était l'objectif ? Alors, l'AMI Fret, juste avant de parler de l'AMI Fret, peut-être juste dire 2 mots sur le fait que la région a lancé une stratégie régionale donc pour le fret et la logistique en 2018, justement pour essayer de répondre à tous ces enjeux tels qu'on vient de les exposer. Et donc la stratégie, elle visait à essayer de promouvoir une logistique performante, maîtrisée, innovante, afin justement de renforcer l'attractivité économique du territoire, de réduire les nuisances et surtout de rapprocher les acteurs publics et privés, c'est-à-dire les professionnels du transport et de la logistique et les collectivités. Parce que justement, les collectivités, on a encore du mal à s'impliquer en fait dans ces sujets-là, par méconnaissance des acteurs, par méconnaissance de ce qui se passe, on l'a dit, parce qu'on n'a pas de données, aussi parce que c'est un secteur concurrentiel et qu'il n'y a pas de gouvernance publique en fait sur ce secteur. Donc c'était pas un secteur classique avec des outils et des modèles permettant aux collectivités d'intégrer ça dans leur politique. Donc pour mettre en œuvre cette stratégie, on a un certain nombre de dispositifs d'intervention et pour accélérer l'émergence des projets, on a lancé effectivement en 2020 un AMI Fret, donc un appel à manifestation d'intérêt pour essayer de faire sortir le plus possible de projets portés soit par des acteurs privés, soit par des acteurs publics, mais dont un des objectifs prioritaires était de faire émerger des projets sur la donnée. Très bien.
Donc cette question des données, alors moi j'aimerais comprendre un petit peu plus en détail. Cette donnée, quelque part, elle est produite par qui? Elle consiste en quoi? Et surtout, comment est-ce qu'on la récupère? Tu peux en dire un peu plus, Didier, là-dessus? Alors, je pense que dans un premier temps, ce qui est important, c'est de situer dans tous les projets ou toutes les thématiques qui ont besoin d'être étudiées, c'est l'importance de la donnée. D'ailleurs, c'était bien dit sur l'absence d'informations, c'est-à-dire qu'il y a bien des données connues sur la logistique urbaine, mais elles sont relativement partielles. Et ces données, elles sont essentielles pour 4 axes. Le premier, c'est déjà de comprendre, d'analyser l'existant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on sait qu'il y a 20% des flux qui sont représentés par des problématiques de transport en ville, mais comprendre à quel endroit, comprendre pourquoi, comprendre l'impact aussi de ces flux sur la mobilité dans les villes, ça c'est un des premiers enjeux de la donnée pour pouvoir alimenter ce premier niveau de compréhension un petit peu de la logistique en ville. Ensuite, il y a un deuxième axe sur lequel la donnée va jouer un rôle fondamental. Le deuxième axe, c'est l'axe de l'optimisation. L'optimisation et l'amélioration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des données, à partir du moment où on comprend l'impact sur les infrastructures, on va pouvoir commencer à réfléchir la manière de les organiser, la manière de les améliorer pour tout simplement réduire d'une part les nuisances, mais aussi et les transporteurs sont très demandeurs de ça, améliorer la productivité, peut-être modifier un certain nombre de choses. Bref, on comprend dans un premier temps, la donnée va alimenter la compréhension et ensuite va pouvoir alimenter des problématiques d'optimisation. Ensuite, la data, elle est essentielle dans la logistique urbaine pour aider également à la transformation. Il y a beaucoup de réflexions qui sont menées aujourd'hui, alors des réflexions au niveau des infrastructures. Modifier la logistique en ville, c'est bien évidemment avant tout une réflexion sur les infrastructures, sur les places de stationnement, mettre en place des hubs urbains. Et sans données, on est extrêmement dépourvu de moyens pour interagir sur ces transformations et c'est là où la donnée va jouer un rôle essentiel pour alimenter des prises de décision sur ces transformations et amener les acteurs à accompagner ces transformations. Et le dernier point sur lequel la donnée va jouer un rôle essentiel également, c'est dans le pilotage, puisque bien évidemment quand on optimise, quand on transforme, on a besoin ensuite de disposer d'informations nous permettant de piloter l'activité et de s'assurer que bien évidemment toutes ces transformations qui ont été mises en place apportent bien les changements attendus. Alors au niveau de la donnée, on va retrouver 2 grandes typologies d'informations. Il y a la donnée dite théorique qu'on est capable aujourd'hui de manipuler. On est capable aujourd'hui de façon théorique d'estimer effectivement le poids des flux de transport et de logistique sur la mobilité urbaine. Mais on ne va pas être capable de rentrer plus dans le détail, c'est-à-dire qu'on va être capable peut-être de produire un certain nombre d'analyses, un certain nombre de constats, sur le fait qu'il y ait certains axes qui soient particulièrement saturés parce qu'il y a beaucoup de flux de véhicules de type poids lourd, par exemple. Par contre, on ne va pas être capable d'interagir et de passer au-delà du constat, c'est-à-dire sur des axes d'optimisation, puisqu'on n'a pas la maîtrise de ce que sont réellement ces flux de transport. Et c'est là où la donnée réelle, finalement, va jouer un rôle fondamental, puisqu'elle va nous alimenter avec énormément de contenu. Que sont ces véhicules ? Est-ce que ce sont des véhicules thermiques? Est-ce que ce sont des véhicules électriques? Quelles sont les capacités de ces véhicules? Qu'est-ce qu'ils transportent? Où est-ce qu'ils vont? D'où ils viennent? Ce sont des données qui sont essentielles, qui ne peuvent pas être obtenues de manière statistique, qui doivent être obtenues de manière concrète, de façon à pouvoir amener à des scénarios d'optimisation et d'amélioration. Enfin, dernier point sur la data, puisqu'on est sur ce sujet de données. On part du principe également qu'il est extrêmement important, et je pense que la région l'a très bien compris en mettant en place l'appel à manifestation d'intérêt. Il est fondamental que la donnée vienne de contributeurs, c'est-à-dire de ceux qui transportent, et on en reparlera un petit peu tout à l'heure, c'était l'occasion de la mise en place d'un projet dans le cadre de l'AMI Fret, de mettre à disposition et de demander aux acteurs, ceux qui transportent, de contribuer à la mise à disposition des données. Pourquoi? Parce que la logistique urbaine, ce n'est pas seulement une transformation du territoire, une transformation des infrastructures,
c'est également une transformation profonde du transport en ville. Et donc forcément, en contribuant, les sociétés de logistique et de transport vont pouvoir être également très sensibilisées à leur transformation de leur propre métier, de leur propre manière de transporter. Alors, on parle ici de récupérer la donnée des transporteurs, des chargeurs. C'est quelque chose de facile? C'est quelque chose d'évident? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est lorsqu'on parle de mobilité en ville, on a pas mal de contenu. Lorsqu'on parle de mobilité de personnes, on a beaucoup de données. Les territoires se sont déjà pas mal équipés, notamment de solutions comme des enquêtes ménage-déplacement, qui sont très utilisées pour essayer d'identifier l'usage des voiries, l'optimisation, l'amélioration des transports en commun, le taux de pression sur ces transports en commun. Bref, il y a déjà beaucoup d'initiatives autour des données des transports de personnes. Par contre, sur les transports de marchandises, ça devient beaucoup plus compliqué, puisque là, on n'est plus à la maille de l'individu, c'est-à-dire qu'on ne va pas questionner la marchandise, comme on peut le faire avec des individus. On se retrouve avec tout un écosystème. Et donc là où on est confronté à une forte difficulté dans la logistique urbaine, c'est l'hétérogénéité. On a une très très forte hétérogénéité de la donnée. Et je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est les typologies de flux. C'est-à-dire qu'en ville, vous avez des transports qui partent du territoire et qui va livrer à l'extérieur. Donc ça, c'est une première typologie de flux. Je pars du territoire, j'ai un entrepôt et je vais livrer à l'extérieur de ce territoire. Il y a des typologies entrantes, c'est-à-dire des flux dont les entrepôts sont à l'extérieur qui viennent livrer en ville. Et vous avez des flux qui viennent ensuite à l'intérieur du territoire, c'est-à-dire que c'est tout l'écosystème à l'intérieur. Il y a des flux qui transitent, c'est-à-dire qu'ils vont juste faire que passer sur le territoire. Et je pense que l'Île-de-France est probablement le territoire qui regroupe le plus de flux hétérogènes. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect également important, c'est les typologies de transport. Et là, effectivement, on va être confronté à différents acteurs, puisqu'on va transporter différents produits. Ça peut être des marchandises alimentaires, ça peut être du fuel, ça peut être du pétrole, ça peut être des flux de BTP, ça peut également être des artisans, ça peut être des techniciens, des sociétés de services. Donc on a une multitude de flux. Et quand on veut étudier les problématiques d'optimisation et d'amélioration de la logistique, et quand on va commencer par exemple à parler de mutualisation de flux, c'est-à-dire permettre à un flux de transport de transporter différentes typologies de marchandises, eh bien on voit bien que ces différents types de transport doivent être appréhendés parce qu'on ne va pas mélanger le transport de produits pétroliers avec le transport de produits frais. Et donc tout ça doit rentrer dans un contexte d'agrégation et d'implémentation. Merci beaucoup pour cet éclairage. Du coup, par rapport à l'Institut du commerce, ces enjeux, ces questions, qu'est-ce que ça inspire à un institut en termes de recommandations, en termes d'analyse? Alors juste pour compléter ce que vous avez dit en me présentant, l'Institut du commerce, en fait, ça regroupe effectivement beaucoup de distributeurs, mais aussi beaucoup de fabricants dans les produits de grande consommation, alimentaires comme non alimentaires, et des prestataires de services, des logisticiens, pas de transporteurs, mais des logisticiens. Et en fait, le rôle de l'Institut du commerce, c'est vraiment de faire travailler tous ces acteurs ensemble pour essayer d'améliorer les process, essayer de trouver une optimisation à plusieurs et pas une optimisation simplement chacun de son côté. Si je mentionne ça, c'est parce que finalement, la thématique de la logistique urbaine et de l'optimisation des livraisons en centre-ville est présent au sein de l'Institut du commerce presque depuis que j'y suis moi, c'est-à-dire 11 ans, mais même probablement avant. Mais ça s'est très largement accéléré ces dernières années parce que les modes de consommation ont fortement évolué, plus de e-commerce, mais aussi la pandémie a fait qu'il y a eu des déplacements de population, donc il y a eu tout un tas de phénomènes en fait liés aux modes de consommation qui ont fait que la livraison urbaine en fait a pris une importance encore plus forte. Et puis l'autre aspect, c'est que, et la particularité de l'Institut du commerce, c'est qu'on fait travailler tous ces acteurs-là ensemble, c'est-à-dire que finalement on essaye de rechercher une intelligence collective et une mutualisation, Didier a mentionné ce terme, une mutualisation de process ou de ressources pour que l'optimisation soit vraiment globale. À ce titre, on avait travaillé, donc l'Institut du commerce a travaillé depuis longtemps sur toutes les problématiques de mutualisation du transport, mutualisation d'entreposage, mutualisation des flux de manière générale.
Et on avait travaillé sur un dossier qu'on avait appelé l'ultra-mutualisation, essayer vraiment de faire travailler tout le monde ensemble, plusieurs industriels mais aussi plusieurs distributeurs. Et une application de ces principes de l'ultra-mutualisation était la livraison urbaine. Je dis était parce qu'en fait on l'a fait de manière un peu théorique et on n'est jamais allé en fait jusqu'à la mise en pratique. Et là, on va probablement y venir dans pas très longtemps. Mais c'est cette mise en pratique en fait qui devient intéressante. C'est que le fait de faire travailler beaucoup de donneurs d'ordre, beaucoup de chargeurs ensemble, c'est quelque chose qui n'est pas si naturel que ça et qui n'avait jamais été fait en fait. Et pour être encore plus précis sur la donnée, finalement, la mise en commun de ces données provenant de plusieurs contributeurs, donneurs d'ordre, transporteurs, c'est ce qui va normalement permettre en fait de dessiner un modèle en fait qui soit optimal pour l'ensemble des acteurs économiques, mais également pour les points de destination, que ce soit des magasins physiques en centre-ville ou des particuliers comme vous et moi en fait sur la partie e-commerce. Donc c'est cette notion de mutualisation en fait et de mise en commun des données qui est très intéressante et qui est quelque chose qui est demandé par nos adhérents depuis de nombreuses années. D'accord. Alors effectivement, un projet de mutualisation, de travail en commun pour faire remonter de la donnée. Ce projet-là, il existe. Il a été porté par France Supply Chain. Fabien, est-ce que tu pourrais nous en dire un mot sur ce projet, le présenter rapidement? Alors, déjà, comment il est né? Donc, France Supply Chain, c'est une association qui représente tous les acteurs de la filière supply chain, comme son nom l'indique. Et on a fait un constat en fin 2019 qui est de dire toutes les associations à peu près sérieuses dans le domaine ont déjà beaucoup travaillé sur le sujet de la logistique urbaine. C'est très documenté. Si on veut avoir une vision panoramique de l'enjeu de la logistique urbaine, il faut l'avoir en neutralisant tous les intérêts privés qui vont être des filières comme le transport, le bâtiment, etc. etc. Or, France Supply Chain ne représente pas de verticale particulière et on s'est dit ça serait bien de voir chez nos confrères associatifs, en l'occurrence le Club des Métairies et l'Institut du Commerce, comment on a chacun travaillé ce sujet-là, quelles sont les différences entre nous, quels sont les socles communs et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer tous ensemble. C'est comme ça qu'est né le projet Evolu. Ce projet Evolu, il est là pour répondre à quelque chose qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas du tout, qui est d'avoir une réelle vision de ce qui circule dans une ville. Donc une vision, c'est-à-dire pas la vision des véhicules qui circulent, parce que ça on le sait depuis longtemps, c'est la vision de la réalité des marchandises qui circulent. Et ça c'est un autre débat. Et de se dire, une fois qu'on a potentiellement cette vision de la réalité des marchandises qui circulent, on peut en créer un modèle, et ce modèle, on peut le mettre sous contrainte. Et on peut se dire, on peut faire de la simulation et se dire, si demain je change la réglementation, je ferme telle ou telle voirie, je modifie telle ou telle typologie de véhicule, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, quand on prend une décision, je suis un petit peu désolé, mais les décisions sont prises un peu, on verra bien ce qui se passera, parce qu'on ne peut pas modéliser. L'objet d'Evolu, c'est bien la modélisation par la connaissance des données. Ça a aussi vocation à être un modèle duplicable, transférable. Ce qu'on construit aujourd'hui a vocation à être public. En gros, demain, n'importe quelle ville pourrait dire moi, je voudrais bien faire tourner ce modèle dans ma zone géographique. Nous, l'ensemble des organisations représentées ici ne feront que labelliser le process. Nous, on est en train de le créer. Et le futur, il est là. Voilà. Alors, je suppose que tout ça, ça a un coût, évidemment. Mais concrètement, ce projet, finalement, par rapport à la région Île-de-France, clairement, aujourd'hui, dans les transports en commun, il paraît évident que l'on modélise en amont et qu'on y met les moyens, d'ailleurs, parce qu'il y a un retour. Dans quelle mesure l'Île-de-France s'investit dans ce projet aujourd'hui, d'un point de vue financier, tout simplement? Alors, comme on le disait tout à l'heure, le projet Evolu, on l'a financé dans le cadre de l'AMI Fret, en appui sur les dispositifs d'intervention qu'on a créés dans notre stratégie régionale fret et logistique.
Et donc dans ce cadre-là, déjà on a retenu le projet parce il correspondait complètement à tous les critères d'éligibilité et tout ce qu'on essayait de pousser dans le cadre de l'AMI Fret, hein, avec des projets collaboratifs, ouverts et reproductibles, impliquant une collectivité, donc pour répondre à des cas d'usage aussi sur des spécificités, prenant en compte les spécificités du territoire. Et donc, la région accompagne le projet à hauteur de 50% du coût du projet, dans la limite quand même d'un plafond. Le plafond étant 500 000 € de subvention en investissement. Et on a pu, dans le cadre de l'AMI, faire un petit accompagnement aussi au niveau du fonctionnement, ce qui est loin d'être neutre pour la mise en place du projet, à hauteur de 50 000 €. Mais ça ne représente que maximum 50% du coût global du projet. Très bien. Un bel investissement déjà quand même. Il y a énormément d'acteurs qui sont engagés. Est-ce qu'on pourrait peut-être les récapituler un petit peu et voir quel est le rôle de chacun d'entre eux? Donc, effectivement, comme Fabien l'a dit tout à l'heure, l'objectif c'est de mutualiser les forces. Et sur un projet de logistique urbaine, il nous faut des contributeurs, c'est-à-dire impliquer les logisticiens. Mais avant toute chose, c'est aussi des porteurs de projets. On a cité tout à l'heure France Supply Chain, qui est finalement le porteur, l'association France Supply Chain, qui est le porteur du projet, en collaboration avec l'Institut du Commerce et le Club Déméter. Donc ça, c'était fondamental pour nous et pour aussi garantir un petit peu l'indépendance du projet, d'être capable d'être porté par une association donc qui a but non lucratif, dont l'objectif est aussi d'être le porte-parole de ceux qui font le transport. Donc là, c'est intéressant dans le montage, puisque France Supply Chain discute avec le territoire qui a démontré l'intérêt pour le projet, mais le territoire fait aussi confiance à la communauté de transport et de logistique pour exprimer quelles peuvent être les solutions apportées en termes de logistique. Et ensuite, bien évidemment, il y a des acteurs impliqués dans le projet en lui-même. Donc, un des premiers, c'est un cabinet d'avocats qui nous aide et nous accompagne, notamment dans le cadrage juridique du projet. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais lorsqu'on parle de partage de données, il y a tout un cadrage un cadrage juridique qui est nécessaire pour assurer la compliance RGPD et s'assurer également du bon traitement et de la bonne anonymisation des données, puisqu'il faut savoir que quand vous êtes livré d'un colis, vous donnez votre adresse à des fins d'être livré, pas à destination de la transformation de la logistique. Donc le cadrage juridique était très important dans le projet. Et puis ensuite, on va retrouver bien évidemment des spécialistes de la gestion de projet et de l'innovation avec Sprint Project. On va également avoir une université avec Mines ParisTech qui est très spécialisée dans le domaine de la logistique urbaine et qui va nous accompagner dans une troisième phase du projet sur la partie transformation de la logistique. Et puis PTV en tant qu'éditeur de logiciels, puisqu'on va également fournir à la fois des outils qui vont permettre de modéliser, d'optimiser, mais également des compétences algorithmiques pour accompagner la transformation de la logistique et le traitement des données. Donc on a bien tout un écosystème, j'allais dire, porté par une association. Et puis on a bien évidemment des contributeurs, alors qui sont un petit peu plus anonymes, puisqu'ils ne sont pas partie intégrante du projet, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas acteurs du projet, mais ils sont là, malgré tout, pour mettre à la disposition des équipes les données pour permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés par le projet. Alors des contributeurs qui auraient quel intérêt finalement à donner ces données, si j'ose dire? Alors, il y a plusieurs avantages, enfin plusieurs intérêts finalement. Si on raisonne à plus long terme, l'intérêt évident en se disant qu'on va créer un modèle où on va modéliser finalement une logistique urbaine efficiente, c'est que chacun des acteurs qui a contribué va avoir la possibilité effectivement de mettre en place cette logistique urbaine efficiente et donc d'avoir des coûts moindres, d'avoir une empreinte environnementale qui sera moins importante également. Donc c'est des bénéfices opérationnels en fait qui vont être directs pour l'organisation de leur flux en propre, qu'ils soient traités ou qu'ils le fassent en propre d'ailleurs.
Ça, c'est une fois finalement qu'on aura, on aura fait, on aura collecté de la donnée, on l'aura analysé, on aura bâti ces modèles. À plus court terme, en fait, il y a un avantage, et on en parlait juste avant cette table ronde, un avantage pour les contributeurs finalement, qui est d'avoir une image beaucoup plus exhaustive, beaucoup plus précise de l'existant d'une logistique urbaine dans une ville, dans un centre urbain, que ce soit une ville en tant que telle ou plusieurs communes, etc., donc dans une collectivité. Le fait d'avoir une vision, en fait, une vue plus précise et plus exhaustive de ce qui se passe en termes de flux, ne serait-ce que ça, en fait, c'est un avantage qui est assez énorme, en fait, pour les contributeurs. Et les contributeurs, effectivement, auront accès à ces données-là de manière anonyme, de manière globale. Mais chacun, en fait, a exprimé dans les premières discussions qu'on a pu avoir avec eux, que PTV a pu avoir avec eux, le fait que cette image de l'existant des flux dans un centre urbain, ça, pour l'instant, ça n'existe pas, en fait. Et ne serait-ce que d'avoir ça, c'est un avantage déjà assez important pour le court terme. Donc du coup, c'est un projet qui est déjà entamé en soi. Il y a dû y avoir quelques freins, quelques obstacles à lever jusqu'à maintenant, je suppose. Ah bah des freins. Voilà. Si ça avait été facile, ça aurait été fait depuis longtemps. Donc non. Et oui, des freins, il y en a des tonnes. Déjà, faire collaborer 3 associations, on se connaît bien avec Xavier depuis longtemps, ça n'a rien de simple parce que vous avez besoin d'avoir les autorisations des conseils d'administration de tout le monde, vous ne représentez pas exactement les mêmes écosystèmes, etc. Bon, ça va qu'on se connaissait avec Déméter depuis très longtemps, qu'on respecte beaucoup les travaux des uns et des autres, etc. Et que ça a pu se faire, mais bon, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, Didier l'a abordé, faire la collaboration. Alors la collaboration, c'est hyper à la mode, mais alors dans la mise en œuvre, c'est moins vrai. Faire collaborer des entreprises sur des sujets de partage de données, je vous jure que ce n'est pas simple, surtout quand elles sont concurrentes, et sans parler des problématiques de RGPD qu'il en a en effet fallu traiter, et c'est en ça que ce projet a énormément de valeur dans sa duplicabilité demain, c'est que ce sont des sujets qui sont traités maintenant. Voilà. Donc on sait parfaitement comment mettre en œuvre tout en respectant le cadre légal, tout en respectant les risques individuels des données, la neutralisation de ces données, etc. Donc ça, c'est quand même un frein qui est pas neutre. Le troisième frein majeur, c'est clairement le financement. Parce que vu que c'est une première et qu'il n'y a pas de démonstrateur, c'est toujours super compliqué à financer. Hein. C'est comme une start-up qui lève des fonds sur un PowerPoint et qu'elle n'a pas encore de démonstrateur. C'est exactement le même sujet. Donc là, pour le coup, on a eu la chance que la région Île-de-France y croit à la toute origine et suive l'évolution de cette réflexion et donc soit le premier contributeur. Et après, il y a un ensemble d'industriels autour qui se sont dit, OK, nous, on va faire l'autre partie du chemin pour arriver à un temps 1 qui est premier démonstrateur. Et en faisant le pari que la suite serait plus simple. Voilà. Donc ça a été fait. Et puis, clairement, il a fallu créer un corpus de partenaires. Donc là, merci le fait qu'on se connaisse tous un petit peu dans cet écosystème et unir les compétences très pointues qui permettraient de répondre à toutes les demandes de tous les industriels qui allaient collaborer. Donc en l'occurrence, c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble avec nos entreprises, hein, donc soit PTV, Spring Project, mais aussi l'école des mines et compagnie. Donc voilà, tout ça, ça prend un peu de temps. C'est pas totalement au rythme où on le souhaiterait. Enfin, des fois, on est peut-être un peu plus ambitieux qu'eux, mais bon, comme ça, on ne peut pas toujours aller plus vite. Maintenant, c'est en place. Et tous ces freins ont été levés. Donc, du coup, on prépare même la logique de duplicabilité. Voilà. Donc, si je résume, voilà, les freins ont été levés, on a une structure qui est prête. Les prochaines étapes, Didier, c'est quoi maintenant? On n'a pas encore les données, on a commencé à discuter, évidemment, avec les contributeurs. Oui, alors là, très clairement, on a déjà identifié, obtenu, on va dire, des accords de principe. On a des engagements très forts, puisqu'on a signé des lettres d'intention avec des contributeurs. On a finalisé le cadrage juridique, on l'a dit tout à l'heure. On a également labellisé, alors ça, on en a très peu parlé, mais on a labellisé la démarche, labellisé Interlude, qui est une labellisation, un label porté notamment par le CEREMA pour, j'allais dire, identifier toutes les démarches de logistique urbaine efficiente.
Et puis aujourd'hui, on a aussi spécifié l'ensemble des traitements de données, mis en place les infrastructures qui permettent ces traitements. Et là, on est en train de finaliser les dernières signatures de contributeurs. On en est à peu près une vingtaine de contributeurs, ce qui représente un volume relativement significatif. On a décidé de se focaliser majoritairement sur 4 typologies de flux de transport. J'ai cité tout à l'heure qu'il y en avait énormément. Alors on n'a pas souhaité non plus multiplier ou décupler l'effort au regard de toutes les typologies de flux qui existaient, mais on s'est majoritairement focusé sur les principaux. On va traiter la messagerie bien évidemment B2B, la messagerie B2C. Alors on parle beaucoup du e-commerce, même si ça représente que 20% des flux de transport en ville, c'est quand même significatif. La RHD, donc la restauration hors domicile, et voilà, et le retail, bien évidemment, les livraisons magasins, qui nous semblent être les 4 principaux flux de transport à traiter. Donc toute l'année, là, l'intégration des données, les traitements vont s'opérer dès le trimestre à venir. Et donc, à la suite de ça, une fois qu'on a les données, on enchaîne sur quoi? Alors, dès que les données sont intégrées, c'est l'analyse, restitution de l'existant. Ensuite, on va passer par une phase d'optimisation. Et après, derrière, une phase de transformation. Et bien évidemment, les acteurs, les contributeurs sont déjà intéressés par cette première phase, qui, elle, va être très rapide, très facile à mettre en œuvre. Et ensuite, lorsqu'on adressera les phases de transformation, on passera dans quelque chose d'un petit peu plus long, un petit peu plus profond. On travaillera d'ailleurs avec Mines ParisTech. Et ça, je pense qu'on aura des résultats. Le projet a démarré début 2021 et se terminera en fin 2023. Et donc, rapidement, moi aujourd'hui, je suis contributeur. Je souhaite être contributeur. À quels critères je dois répondre? Vous, du côté de l'Institut du commerce, je suppose que vous allez solliciter. Alors en fait, on a commencé effectivement par solliciter nos adhérents respectifs, Institut du commerce, France Supply Chain et Club Déméter. Souvent d'ailleurs qui sont communs, mais complémentaires aussi, enfin pas mal complémentaires. Et comment la question c'est si aujourd'hui vous avez des flux de livraison, que ce soit pour des particuliers ou du B2B, que vous êtes dans les types de flux que Didier mentionnait tout à l'heure dans la RHD, adressez-vous à France Supply Chain, à l'Institut du commerce ou au Club Déméter. Ou à PTV directement et dites voilà, moi j'ai des flux, je souhaiterais participer à cette démarche, à cette initiative, et à ce moment-là PTV analysera votre éligibilité entre guillemets qui sera purement technique. Est-ce que vous maîtrisez les données? Est-ce que vous avez les données dans vos systèmes qui vont pouvoir être collectées par PTV et donc intégrées en fait dans cette analyse? Il n'y a pas de frein particulier, il n'y a pas de contre-indication à participer à cette démarche évolue. La seule chose, c'est d'être propriétaire de ces données, de pouvoir les partager. Merci. Bon, ça me paraît une bonne conclusion, je pense, pour terminer cette table ronde. Un bon mot de la fin. Ce que je vous propose à présent, c'est de poser vos questions. Si vous le souhaitez, on va pouvoir en prendre 2, 3. S'il y a des questions parmi l'assistance. Est-ce qu'on a les noms des entreprises? Non. Alors oui, mais non. C'est un beau débat. En fait, les contributeurs aujourd'hui, à l'instant T, ne souhaitent pas communiquer sur leur participation au projet. Et pour une raison qui est assez clairement expliquée. C'est tout simplement qu'ils ne savent pas encore quelles seront les conclusions, les décisions prises, notamment par les territoires, à l'issue de ces études, de ces analyses. Ils ne souhaitent pas forcément être associés à des contraintes ou des choses qui seraient contraires un petit peu à la philosophie du métier. Je pense à ils sont encore très marqués par des problématiques de péage urbain, par des problématiques de ZFE, par des problématiques qui sont certes dans une logique du mieux vivre en ville et qui sont fondamentales pour les questions environnementales, mais qui leur posent aussi beaucoup de contraintes au quotidien. Donc voilà, nous on essaie de s'inscrire dans une démarche positive, de dire c'est vous aujourd'hui, c'est nous. C'est évidemment France Supply Chain qui est le porte-parole, donc on est là pour contribuer positivement à améliorer votre productivité, à accompagner la compréhension de votre métier
auprès du territoire, et pas forcément le territoire, d'ailleurs, en vous faisant confiance, en vous remettant les clés de la réflexion, vous fait confiance aussi dans la capacité à apporter des axes d'amélioration dans le mieux vivre en ville. Mais il y a quand même encore ce petit point d'interrogation. Et puis il y a aussi des contributeurs qui pèsent très lourd en matière de flux et qui n'ont pas non plus envie d'être identifiés comme étant porteurs de 80% du poids du flux ou des flux et d'être très rapidement identifiés sur le territoire. Alors je ne sais pas si on a la possibilité. Non, voilà, on me fait signe que non. Donc je vous invite évidemment à venir poser les questions que vous pourriez avoir sur notre stand. On sera ravis de vous accueillir avec toutes nos équipes pour répondre à vos questions sur le stand F26 de PTV Group. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et merci à tous.